Les portes mordelaises de Rennes que nous découvrons sur ces images sont les derniers vestiges de la période médiévale et forment avec la tour du Chêne la dernière portion des remparts, toujours en élévation. Ces fortifications subissent actuellement une opération de rénovation visant à perpétuer le souvenir de ces murs de défense qui ont protégé la ville au cours des siècles. Des tailleurs de pierre s'affairent à remplacer les parties de façade usagées par le temps qui menacent de se dégrader et d'entamer la solidité de la structure. On fait déjà une étude, hein. On va commencer par faire des relevés, on va essayer d'imaginer toutes les pierres qui sont plus mauvaises, donc les pierres qu'on va changer, on va faire un calepin d'appareillage et après on va faire une commande de pierre en carrière. Ici c'est une pierre qui vient de... on n'a pas trouvé de carrière où la pierre a été extraite à l'époque, donc ici c'est un grès des Vosges hein, qu'on a fait venir et donc on va les tailler à l'ancienne à l'aide de pointerolles, de ciseaux et puis on va enlever toutes les anciennes pierres pour remettre des nouvelles, essayer de vieillir les pierres pour que ça harmonise vraiment avec l'ancien pour pas que ça choque. À l'image des villes bretonnes comme Fougères, Vitré ou Dinan, Rennes a peu conservé de parties de remparts en élévation. L'agrandissement des villes, qui a été repensé de façon plus moderne au XVIIe siècle, a nécessité de détruire les murailles, d'autant que les risques d'intrusion se sont plutôt portés sur les côtes avec les fortifications de Vauban. L'événement le plus important de l'histoire de Rennes au Moyen-Âge fut le siège de la ville qu'elle dut subir en 1356 pendant la guerre de Cent Ans, à cause de rivalité pour la succession du duché de Bretagne où Du Guesclin s'illustra contre les troupes anglaises du duc de Lancastre. Mathieu Le Boulch, auteur d'une thèse sur les remparts de Rennes, nous parle de l'évolution de la ville depuis l'époque antique. Donc on est à l'emplacement des anciens fossés des enceintes de Rennes, en particulier de l'enceinte antique. Donc on se situait là à l'extérieur de la ville antique. Et la première enceinte de Rennes, elle couvre une superficie d'environ 9 hectares et un périmètre de 1200 mètres. Et ça va grosso modo de l'emplacement où nous nous trouvons jusqu'à la place de la mairie et des quais jusqu'à la place Rallier du Bâti. Au IIIe siècle, donc on est dans une période qui s'appelle le Bas Empire. Il y a la situation politique qui est assez compliquée et donc on décide de construire une enceinte pour reprendre en main en fait le pouvoir sur la ville. Donc d'un point de vue politique, c'est un geste fort, mais c'est aussi d'un point de vue ostentatoire, c'est quelque chose d'assez important. Parce qu'il faut imaginer que derrière nous, on a des murs qui mesurent plus de 9 mètres de hauteur, avec des parements en briques, des petits moellons de calcaire, des gros soubassements de granit. Donc quelque chose quand même de très imposant et qui devait être très impressionnant à l'époque antique. Donc il faut savoir qu'à Rennes, on a 3 enceintes. Donc on a la première enceinte qui est l'enceinte antique, qui est là où nous nous trouvons, mais on a 2 nouvelles enceintes qui sont construites au XVe siècle et qui ne reprennent pas du tout le tracé de l'enceinte antique, qui finalement étendent le périmètre fortifié. On passe de 9 à 45 hectares, plus de 45 hectares à l'époque médiévale. Donc là on se situe vraiment dans le périmètre de l'enceinte antique et on voit également l'enceinte médiévale derrière nous avec la tour du Chêne. Donc il faut savoir que l'enceinte médiévale à cet endroit suit exactement le tracé de l'enceinte antique. Elle se situe parfois un tout petit peu en retrait, elle peut être un peu en dessus, un peu en dessous. Ça dépend des tronçons, mais là l'enceinte médiévale s'est calquée sur le tracé de l'enceinte antique et elle a eu de cesse d'être rénovée tout au long de la période médiévale. Donc l'enceinte médiévale, elle partait d'ici, de la Croix de la Mission, pour aller s'étendre jusqu'à la piscine Saint-Georges et l'hôtel de Cuillé. Un petit peu les limites est-ouest de la partie nord.
Et la partie sud, grosso modo, c'est le boulevard de la Liberté actuellement. Donc il faut imaginer toute une série de tours, de portes et des ouvrages fortifiés qu'on appelle boulevard d'artillerie. Un boulevard d'artillerie, c'est un ouvrage en forme de fer à cheval qui va être placé devant une porte pour protéger une entrée de la ville. Et pratiquement toutes les portes de la ville médiévale étaient dotées d'un boulevard d'artillerie. On en garde quelques traces aux portes mordelaises ou un petit peu plus cachées sous l'hôtel de Cuillé actuellement. Donc ces boulevards d'artillerie servaient à y amener des pièces d'artillerie, des canons pour protéger l'entrée de la ville, contrôler les allées et venues. C'était en quelque sorte des sas d'entrée fortifiés avant de pénétrer réellement dans la ville médiévale. Des compagnies anglaises très entraînées vont tout tenter pour pénétrer dans la ville de Rennes en déversant une pluie de flèches, malgré la réplique immédiate des assiégés qui vont tout tenter pour empêcher l'intrusion. Donc là on se situe place Rallier du Bâti, on est à l'intérieur du boulevard de la Porte Saint-Michel. Il faut imaginer que derrière nous on a un des vestiges de la première enceinte de Rennes qui a été rénovée à l'époque médiévale, mais on est aussi sur une entrée de ville, c'est-à-dire qu'on est devant l'ancienne Porte Saint-Michel. Il faut imaginer deux tours comme aux portes mordelaises, défendues par son boulevard d'artillerie. Là c'est un sas d'entrée fortifié qui est adapté pour le tir au canon et qui venait défendre les fossés aux alentours et qui a été construit pour contrôler les allées et venues à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Le tronçon qu'il y a derrière nous finalement a été très remanié à l'époque contemporaine, notamment au 19e siècle, avec la destruction de la porte Saint-Michel lors du percement de la rue Rallier du Bâti et l'aménagement final de la place du même nom. Ces maisons en fait ont été construites à partir du XVIIe siècle, donc plutôt au milieu du XVIIe, à l'emplacement du boulevard de la Porte Saint-Michel. Et le roi Louis XIV fait don en fait à la communauté de ville et à ses habitants d'une grande partie des fortifications en 1656. Et à partir de ce moment-là, on va voir énormément de maisons qui vont être construites à l'emplacement des anciens ouvrages défensifs. Ces maisons s'appuient sur le mur du boulevard de la Porte Saint-Michel et sur le mur de la deuxième enceinte de Rennes qui a été construite au XVe siècle. La prison Saint-Michel vient s'installer au milieu du XVe siècle, elle vient s'appuyer en fait contre le mur de la deuxième enceinte de Rennes. La tour qu'on a derrière nous n'est pas une tour de fortification mais simplement une tour d'escalier. La prison Saint-Michel, dont nous découvrons la tour d'escalier conduisant au geôle, a été construite dès 1450. Elle fait partie des derniers restes médiévaux ayant échappé à la destruction des remparts entre le XVe et le XIXe siècle, avant de devenir une discothèque en 1965. Des cachots insalubres creusés sous les remparts accueillaient hommes et femmes avant d'être jugés pour divers délits. 5 chambres de force étaient réservées aux galériens. 3 basses-fosses froides, obscures et sans air recevaient les autres prisonniers. Devant le nombre évolutif des incarcérations, d'autres tours furent mises à profit pour recevoir les prévenus, notamment la tour Le Bas, une prison forte et commode, venait désormais renforcer le dispositif pénitentiaire local. Donc là on se trouve derrière les maisons de la place Sainte-Anne et de la rue Pont-au-Foulon, dans une cour accessible par la rue de la Motte-Fablet. Et derrière moi on a des vestiges en fait du boulevard de la Porte-au-Foulon. Alors là on se
situe au carrefour de la rue de la Motte-Rabelais et effectivement de la rue de Bertrand et rue Le Bastard, à l'emplacement de la porte au Foulon. Et à l'inverse des portes mordelaises où on a un châtelet d'entrée, c'est-à-dire 2 tours circulaires qui viennent défendre une entrée, là on a une seule et unique tour-porte qui vient en fait défendre une entrée de ville. Alors là on se situe plus exactement à l'emplacement des douves de la deuxième enceinte de Rennes qui est construite au XVe siècle, et on devine derrière nous toutes les maisons qui ont été construites en fait sur ces douves. On devine l'arrondi qui est formé par ces douves, et toutes ces maisons ont été construites à partir du milieu du XVIIe siècle, quand les fortifications de Rennes sont devenues finalement obsolètes, ont été vendues à différents particuliers. Donc elles ont été vendues par lot. Donc ici on a véritablement un lotissement du milieu du XVIIe siècle qui donne derrière moi sur la place Sainte-Anne et sur la rue Pont-au-Foulon. La ville de Rennes pouvait ressembler au lever du jour à ces images modélisées par Maxime Santiago. On y découvre, tout comme à Toul, la silhouette crénelée de la ville close, avec ses tours, ses fossés, offrant une certaine résistance à l'ennemi. Rennes disposait au Moyen-Âge d'une vingtaine de tours, dont 11 d'une quinzaine de mètres de hauteur et d'un certain nombre de portes. Dès le début du XVIIe siècle, les fortifications vont être délaissées compte tenu d'un risque moins marqué qu'au siècle précédent. Seules les portes mordelaises et la tour du Chêne ont survécu aux tourments de l'histoire. Quels sont les dangers des armes au Moyen-Âge pendant les sièges de ville ? L'artillerie reste limitée à une portée de 200 mètres avec le trébuchet, qui est une arme à contrepoids dont l'usage s'étendra du XIIe au XVIe siècle, précipitant des boulets jusqu'à 140 kg contre les murs fortifiés des villes closes. Curieusement, les armes à contrepoids et les armes à feu cohabiteront pendant près de 2 siècles. Le pont-levis, qui est un des endroits les mieux protégés, avec notamment le boulevard d'Artillerie qui le précède, peut être un point de fragilité qui nécessite en parallèle la mise en place de barres de bois pour contrer les coups de bélier de l'ennemi. En harcelant les forces anglaises sur leurs arrières, Du Guesclin va provoquer l'intervention du duc de Lancastre qui ordonne l'assaut des archers contre les sentinelles postées sur les remparts. Une pluie de flèches et un déluge de feu s'abat sur la ville. Tout ceci n'est bien sûr qu'une fiction. Plutôt que d'utiliser l'affrontement, le chevalier anglais préfère malicieusement affamer les Rennais en faisant procéder au siège de la ville. En guise de flèches et de projectiles, ce sont des cochons qui entrent en scène en suscitant l'appétit des Rennais. Une ruse à laquelle le chef des gardes répond en exhibant une truie en chaleur. La viande arrive directement, comme sur un plateau. Les Anglais vont tout de même essayer d'entrer dans la ville avec une tour de bois qui sera incendiée par Du Guesclin. Devant cette déconvenue, le duc de Lancastre demandera de planter sa bannière en haut des remparts de la ville pour sauver son honneur. En se promenant dans le Rennes d'aujourd'hui, on imagine assez mal à quoi pouvait ressembler la ville à l'époque médiévale. En dehors des portes mordelaises et de la tour du Chêne, il reste bien peu de vestiges en élévation. Si la porte Saint-Michel et la prison du même nom ont partiellement résisté aux caprices du temps, seules les gravures et les photos anciennes donnent un aperçu de ce paysage urbain oublié.
Longtemps abandonnées, les portes mordelaises, derniers vestiges de la période médiévale, retrouvent désormais une nouvelle vie. L'aménagement du site, qui doit s'achever en 2021, mettra en valeur les derniers remparts encore debout de ce qu'était la ville de Rennes au Moyen Âge. Le mur d'enceinte sera creusé à sa base pour mettre en avant les restes antiques et médiévaux. Les douves, partiellement recreusées, mettront en évidence la monumentalité de l'enceinte fortifiée. Une portion du vieux Rennes échappera ainsi à l'oubli de l'histoire.